Le camping est l'un des meilleurs moyens de se détendre et de s'évader du quotidien. Avec des feux de camp chaleureux et un magnifique ciel bleu au-dessus de la tête, c'est une expérience que beaucoup attendent avec impatience, reconnaissant de pouvoir profiter de la beauté et de la liberté qu'offre la nature. Cependant, cette belle aventure peut parfois tourner au cauchemar. Des dangers inattendus peuvent conduire à une expérience désastreuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer certaines des morts les plus choquantes survenues lors de camping et découvrir comment ces journées idylliques ont fini en tragédie totale. Deux adolescentes de 15 ans, Maila Irmeli Björklund et Anja Tuulikki-Mäki, originaires de Finlande, décidèrent de partir camper en juin 1960 avec leurs petits amis de 18 ans, Seppo Antero Buisman et Nils Wilhelm Gustafsson. Ils choisirent un site populaire au bord du lac Bodom, un paisible plan d'eau situé à environ 22 km à l'ouest d'Helsinki, la capitale. C'était un endroit réputé pour s'amuser et le groupe avait bien l'intention de profiter pleinement de ce séjour. Tous étaient enthousiastes à l'idée de passer leur temps ensemble, partageant une seule tente au bord du magnifique lac. Aux premières heures du 5 juin 1960, les 4 adolescents profitaient tranquillement de leur camping au bord du lac Bodom. La journée avait commencé dans la bonne humeur, chacun savourant la nature et la sérénité du lieu. Mais au cours de la nuit, tout bascula tragiquement. Entre 4h et 6h du matin, une attaque inattendue se produisit alors que le groupe se trouvait encore dans la tente. Björklund, Mäki et Buisman furent gravement blessés après avoir été poignardés et battus. Gustafsson, le seul survivant, subit de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une mâchoire cassée et plusieurs fractures au visage. Vers 6h du matin, un groupe de garçons venus observer les oiseaux autour du lac tomba par hasard sur la scène. Ils remarquèrent la tente effondrée au bord de l'eau, mais sans se douter de la gravité de la situation, ils poursuivirent leur chemin. Plus tard, ils évoquèrent avoir aperçu un homme blond s'éloignant du site. Ce n'est qu'à 11h que Risto Siren, un charpentier local, découvrit les corps et alerta immédiatement la police, qui arriva sur place vers midi. À ce moment-là, les adolescents étaient déjà morts depuis plus de 6 heures. À l'intérieur de la tente, la police trouva les corps de Mäki et Buisman. Le corps de Björklund, la petite amie de Gustafsson, gisait à moitié dévêtue au-dessus de la tente, à côté de lui. Elle portait des traces de blessures infligées après sa mort, suggérant une attaque particulièrement brutale. L'assaillant semblait avoir attaqué depuis l'extérieur de la tente sans jamais y entrer. Les victimes avaient été poignardées, mais des marques indiquaient également l'usage d'un objet contondant, bien que sa nature exacte reste inconnue. Certains objets personnels avaient disparu, ajoutant au mystère. Les clés des motos des adolescents avaient été volées, mais les véhicules étaient restés sur place. Les chaussures de Gustafsson manquaient également, mais elles furent retrouvées à environ 800 mètres du site, accompagnées de certains de ses vêtements. Interrogé par la police, Gustafsson déclara n'avoir vu qu'une silhouette sombre vêtue de noir, avec des yeux rouges brillants, qui les avait attaqués sans pitié. La presse critiqua la gestion de l'enquête par la police. Les lieux n'avaient pas été correctement sécurisés et les preuves n'étaient pas bien enregistrées, ce qui permit aux curieux et aux campeurs de contaminer la scène du crime après le départ des enquêteurs. L'intervention de soldats pour retrouver les objets manquants n'améliora pas la situation et la plupart des indices disparurent à jamais. Les soupçons se portèrent d'abord sur Karl Valdemar Gillström, surnommé « l'homme du kiosque », car il tenait une boutique à proximité. Un autre suspect, Hans Assmann, attira également l'attention pendant plusieurs années. Une rumeur prétendait qu'il était un ancien espion du KGB vivant près du lac Bodom, alimentant les spéculations. Toutefois, il fallut attendre 44 ans pour que la police arrête un suspect. En mars 2004, une avancée majeure se produisit dans l'affaire du lac Bodom. Grâce au progrès de la science médico-légale, les enquêteurs purent exploiter de nouvelles preuves ADN, identifiant un suspect ayant potentiellement un mobile. Contre toute attente, le principal suspect s'avéra être Gustafsson, l'unique survivant, qui fut alors arrêté et traduit en justice. Selon la police, Gustafsson avait toujours été suspecté. Ils affirmèrent que ses chaussures, retrouvées couvertes du sang des victimes et non du sien, avaient été portées par le meurtrier lors de l'attaque. Lors du procès, l'accusation présenta un scénario dans lequel Gustafsson, après avoir bu et été expulsé de la tente par Buisman, se serait battu avec lui. Blessé, Gustafsson aurait ensuite, dans un accès de rage, tué ses amis et sa petite amie avant de se blesser lui-même pour brouiller les pistes.
La défense réfuta cette version des faits, affirmant qu'après une bagarre aussi violente, Gustafsson aurait été trop mal en point pour commettre les meurtres ou parcourir 800 mètres pour cacher ses chaussures. En octobre 2005, le tribunal acquitta Gustafsson de toutes les charges retenues contre lui, considérant qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour le condamner, laissant ainsi planer un doute persistant sur ce qui s'était réellement passé cette nuit tragique au bord du lac. L'État finlandais lui versa par la suite 44 900 € en compensation pour le stress mental causé par ce long procès. Aucun nouveau suspect n'a émergé et aucune preuve supplémentaire n'a été découverte, laissant les meurtres du lac Bodom comme l'une des affaires criminelles les plus célèbres et non résolues de Finlande. Ce mystère hante encore aujourd'hui l'imaginaire collectif, suscitant des théories et spéculations parmi les passionnés de faits divers. Azaria Chantel Lorraine Chamberlain est née le 11 juin 1980. Sa famille campait à Ayers Rock, désormais connu sous le nom d'Uluru, dans le territoire du Nord. Azaria a disparu de la tente familiale alors qu'elle n'avait que 9 semaines. Ses parents Lindy et Michael Chamberlain ont déclaré qu'un dingo l'avait emportée. 3 personnes ont également affirmé avoir entendu les pleurs d'Azaria la nuit où elle a disparu du campement familial à Uluru. Lindy Chamberlain a ajouté qu'elle avait vu un dingo sortir de la tente et des traces de dingo ont été retrouvées autour et à l'intérieur de celle-ci. De grandes quantités de sang appartenant à Azaria ont été découvertes sur le matelas de la tente, sur d'autres objets, près du panier où elle dormait et à côté des traces de dingo. Cela s'est produit dans la nuit du 17 août 1980. Une fois l'alerte donnée, des pisteurs aborigènes et blancs ont suivi les empreintes du dingo, qui se sont ensuite mêlées à des empreintes humaines sur la route. Ils ont découvert des traces de traînées dans le sable et 2 creux peu profonds où quelque chose semblait avoir été déposé, probablement lors d'un repos du dingo. Ces creux présentaient l'empreinte d'un vêtement en tricot avec de petites taches sombres à proximité, soupçonnées d'être du sang. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances inhabituelles et suspectes de cet événement. Cette première enquête, menée du 15 décembre 1980 au 20 février 1981, n'était que la première d'une longue série concernant la mort d'Azaria. L'enquêteur Dennis Barrett a conclu qu'un dingo avait bien enlevé et causé la mort d'Azaria. Les Chamberlain ont été déclarés non impliqués dans la disparition de leur enfant. Cependant, des rumeurs ont rapidement circulé, alimentées en partie par certains membres des médias et des forces de l'ordre. Bien que la première enquête ait conclu à une attaque de dingo et critiqué la police pour son manque de professionnalisme, certains policiers refusaient d'accepter cette théorie. Ils estimaient que leurs preuves incriminant les Chamberlain étaient plus convaincantes. Blessés par les conclusions du coroner, certains policiers ont décidé de rétablir la vérité selon leur point de vue. 8 mois plus tard, une opération nationale baptisée Opération Ocre fut lancée, au cours de laquelle la police perquisitionna la maison des Chamberlain et saisit de nombreux objets. Les témoins oculaires furent également recontactés par la police pour de nouvelles déclarations. Rapidement, il devint évident où se dirigeait l'enquête. Lorsque les témoins mentionnaient ce qu'ils avaient vu ou entendu, la police leur intimait de ne pas parler de dingo, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une enquête pour meurtre. Les conclusions de la première enquête furent annulées et la seconde enquête décida, sans apporter de nouvelles preuves, que les Chamberlain devaient être jugés. Lindy Chamberlain fut alors accusée de meurtre et Michael Chamberlain de complicité. Leur procès débuta le 13 février 1982 à Darwin avec le juge Muirhead et un jury. Les médias couvrirent le procès avec un fort biais négatif à l'encontre des Chamberlain. Une des affirmations les plus choquantes fut que les dingos n'attaquaient pas les humains. Le procureur, Ian Barker QC, aurait qualifié les marques de traînées de diversion et se concentra principalement sur les taches de sang découvertes dans la voiture familiale. Le 29 octobre 1982, le jury déclara les 2 parents coupables. Lindy Chamberlain fut reconnue coupable du meurtre de son bébé sur la base de l'hypothèse selon laquelle elle lui aurait tranché la gorge dans la voiture familiale avant de cacher le corps dans un étui de caméra. Les preuves incluaient une combinaison tachée de sang retrouvée près du lieu de disparition et un rapport médico-légal suggérant la présence d'hémoglobine fœtale. Lindy Chamberlain fut condamnée à la prison à vie le 19 octobre 1982. Michael Chamberlain fut, quant à lui, condamné à 18 mois de prison, mais la peine fut suspendue pour qu'il puisse s'occuper de leurs 2 enfants, Aidan et Regan. Les Chamberlain firent plusieurs appels, mais tous furent rejetés, y compris par la Haute Cour.
Un tournant décisif survint en 1986 lorsqu'une veste appartenant à Azaria fut retrouvée dans une zone abritant de nombreux terriers de dingos. Cette découverte entraîna la libération immédiate de Lindy. Le 15 septembre 1988, la Cour d'appel du territoire du Nord annula toutes les condamnations contre Lindy et Michael. Une troisième enquête, en 1995, rendit un verdict ouvert. Lors d'une quatrième enquête, le 12 juin 2012, la coroner Elizabeth Morris conclut qu'un dingo avait bien emporté Azaria et causé sa mort. Après sa libération, Lindy Chamberlain reçut une indemnité de 1,3 million de dollars pour emprisonnement injustifié et un certificat de décès rectifié fut délivré. Trevor Holminski, un jeune homme de 20 ans passionné par la nature, avait un amour profond pour le plein air. Son documentaire, à Blue Crow, mettait en avant ses compétences en survie dans la nature. Juste avant de rejoindre les Marines, Trevor souhaitait vivre une dernière aventure. En août 2015, il planifia donc un voyage de camping avec son ami Sheldon Stewart. Ils se rendirent tous deux au lac Bucks, dans le nord de la Californie, impatients de passer des journées à randonner et explorer. La mère de Trevor, Allison, se souvenait à quel point il était heureux à l'idée de ce voyage, totalement inconscient de la tragédie à venir. Trevor et Sheldon installèrent leur camp au lac Bucks, profitant des magnifiques paysages qu'offrait l'endroit. Cependant, à la tombée de la nuit, leur comportement devint étrange après avoir consommé du LSD et de la marijuana. Les événements de cette nuit tragique allaient avoir des conséquences dévastatrices, choquant toute la communauté. Au fil de la nuit, l'attitude de Trevor et Sheldon devint de plus en plus bizarre. Ils errèrent autour du campement, leur sens engourdi par les drogues. Les détails exacts de ce qui s'est passé cette nuit-là restent du flou, mais il est clair qu'une altercation éclata. Sheldon affirma plus tard que Trevor l'avait attaqué, mais les preuves suggéraient une situation bien plus complexe. Dans la matinée du 22 août 2015, des pompiers, présents pour éteindre un feu de broussailles au lac Bucks, firent une découverte terrifiante. En tentant de maîtriser les flammes, ils trouvèrent Sheldon gravement blessé avec plusieurs plaies au cou. Non loin de là, un corps brûlé fut découvert dans le foyer du feu de camp, encore fumant. L'enquête venait de commencer, mais il était évident qu'un événement tragique et sinistre s'était produit au lac Bucks. Alors que les détectives commençaient à interroger Sheldon, il raconta une histoire effrayante sur les événements de la nuit précédente. Cependant, en poursuivant leur enquête, ils découvrirent de nombreuses incohérences dans son récit, ce qui les amena à découvrir la vérité. Au fur et à mesure de l'enquête, les détectives réalisèrent que le corps brûlé dans le foyer était celui de Trevor. L'autopsie révéla qu'il avait été poignardé à plusieurs reprises avant d'être incendié. Avec ces nouvelles preuves, le récit de Sheldon commença à paraître douteux, et il devint rapidement le principal suspect du meurtre de Trevor. Les détectives continuèrent à interroger Sheldon, mais son alibi ne tenait pas debout. Il affirmait que Trevor l'avait attaqué, mais les preuves racontaient une autre histoire. Les blessures au cou de Sheldon semblaient auto-infligées, et le couteau utilisé pour tuer Trevor fut retrouvé enterré près du campement avec le portefeuille et la carte d'identité de Trevor. À mesure que les preuves s'accumulaient, l'histoire de Sheldon commença à changer. Alors que le dossier contre lui se renforçait, Sheldon fut accusé du meurtre de Trevor. Au cours du procès, Sheldon prétendit que Trevor avait fait des avances romantiques non désirées qu'il avait rejetées, ce qui aurait conduit à une violente altercation. Cependant, l'accusation ne crut pas à cette version des faits, arguant que le récit de Sheldon était incohérent et peu crédible. Le procureur mentionna que les avocats de Sheldon soutenaient qu'il était sous l'influence du LSD et qu'il avait agi en état de légitime défense. Pourtant, le procureur affirma que les preuves démontraient le contraire. Finalement, Sheldon avoua avoir causé la mort de Trevor, affirmant que Trevor lui avait demandé de mettre fin à ses souffrances. Ce que cela signifiait exactement reste flou. Les détails précis de cette nuit demeurent incertains. Mais Sheldon fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'incendie criminel. Le verdict du jury fut clair, Sheldon fut déclaré coupable et condamné à 26 ans de prison à perpétuité pour ses crimes. Le 9 septembre 2023, la famille Easton, originaire de Paul dans l'Idaho, profitait de ce qui aurait dû être un séjour de camping ordinaire au camping de Pine, dans la forêt nationale de Boise. Cadence Easton, leur fille de 8 ans, était présente avec ses parents, Quinn et Natasha Easton, ainsi que ses 7 frères et sœurs, dont sa sœur jumelle, London. La famille avait attendu avec impatience cette retraite pour se reconnecter et passer du temps ensemble, loin des préoccupations du quotidien. Tôt le matin, vers 5 heures, une tragédie survint. Un grand arbre,
fragilisé par le temps, s'effondra soudainement sur la tente où dormaient Cadence, London et leur chien adoré, Sibyl. L'impact fut immédiatement fatal pour Cadence et Sibyl. Un ami de la famille, qui campait à proximité, raconta qu'il avait entendu un bruit sourd et s'était précipité sur les lieux. Les agents du bureau du shérif du comté d'Elmore arrivèrent rapidement sur place. Malgré leurs efforts pour réanimer Cadence, elle fut déclarée décédée peu de temps après leur arrivée. Le choc et la tristesse causés par cet événement furent immenses pour ses parents et toute la famille. L'arbre qui s'était effondré s'avéra être un vieux peuplier en décomposition, affaibli par l'âge et les conditions environnementales. Les autorités indiquèrent par la suite que des incendies de forêt antérieures dans la région auraient également pu contribuer à fragiliser l'arbre. Cadence était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Décrite comme une enfant exceptionnelle, elle avait un caractère joyeux et un sourire chaleureux toujours présent. Sa famille se souvenait avec tendresse de son amour profond pour les animaux et de son lien particulier avec leur chien Sibyl, qui était blotti à ses côtés au moment de l'accident. Cadence se distinguait également par son enthousiasme dans son travail scolaire et montrait une maturité impressionnante pour son âge. Lors des réunions de famille, elle préférait souvent la compagnie des adultes, témoignant d'une grande intelligence et d'une sagesse précoce. Élevée dans une famille chrétienne, elle avait appris à être gentille et bienveillante. Elle se faisait des amis facilement et évitait les conflits. En réponse à cette tragédie, une page GoFundMe fut créée pour aider la famille Eastin à couvrir les frais funéraires et autres dépenses liées à l'accident. Depuis, la campagne a récolté plus de 28 000 $, témoignant de la générosité et du soutien de la communauté. La famille Eastin a exprimé sa gratitude pour l'élan de solidarité et les nombreux messages de condoléances reçus. Les autorités poursuivent leur enquête pour évaluer l'impact des incendies passés sur l'état des arbres de la région. Le mercredi 13 juillet 2022, Lisa Schilling, 36 ans, sa fille Lily Argello, 12 ans et quelques autres membres de leur famille sont arrivés à Buckhorn Canyon pour passer des vacances reposantes. Ils retournaient à leur lieu de camping favori, un endroit qu'ils appréciaient particulièrement pour s'éloigner de la vie citadine après que la région ait été touchée par l'incendie de Cameron Peak 2 ans plus tôt. Annette Vasquez, la belle-sœur de Lisa et tante de Lily, décrivait Buckhorn Canyon comme un lieu spécial chargé de souvenirs. Elle expliqua que la famille y avait passé de nombreux étés, y présentant leurs conjoints et élevant leurs enfants loin des distractions de la vie moderne. Pour eux, le canyon n'était pas simplement un terrain de camping, mais une partie précieuse de leur histoire familiale. Lisa était enseignante en classe de CE2 à l'école Dean Elementary et prévoyait de transférer à Bear Creek Elementary. Quant à Lily, qui s'apprêtait à entrer en 4e, elle attendait avec impatience son 13e anniversaire, prévu pour le 27 juillet. Le vendredi 15 juillet, pendant leur séjour, la pluie se mit à tomber, faisant légèrement monter le niveau du ruisseau voisin. Bien que la pluie se soit rapidement arrêtée, elle avait déjà déclenché une chaîne d'événements tragiques. Vasquez raconta un moment glaçant lorsqu'un grondement sourd retentit à travers le campement. En levant les yeux vers le ruisseau, ils furent témoins d'une scène terrifiante. Une immense vague d'arbres, de rochers, de boue et d'eau déferlait avec une force incroyable. En un instant, la caravane où se trouvaient Lisa, Lily et leurs 2 chiens fut emportée par l'inondation. Le courant puissant submergea rapidement le véhicule qui fut englouti en quelques instants. Malheureusement, Lisa, Lily et leurs animaux périrent noyés, le remplissage brutal de la caravane étant confirmé comme la cause de leur décès. Vers 17 h, le bureau du shérif du comté de Larimer commença à recevoir des signalements d'inondations dans la région. À 19h30, les secouristes retrouvèrent Lisa et Lily à un peu plus d'1 kilomètre de leur campement sur Calcite Court. Hélas, leurs décès furent jugés accidentels. Cette tragédie laissa leur famille anéantie, amplifiant le chagrin qu'elle traversait déjà à cause de pertes récentes. Les proches de Lisa et Lily se sont mobilisés pour soutenir le mari de Lisa en cette période difficile. Ils ont également lancé une collecte de fonds en ligne pour couvrir les frais liés à cette épreuve. Au 19 juillet 2022, la page GoFundMe avait déjà récolté près de 14 000 $ sur un objectif de 25 000 $.